Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir pris ce rendez-vous du Forum des rédactions de ce vendredi 11 février 2022. Comme sujet à aborder, nous parlerons des nouvelles attaques terroristes au point triple dans le nord du Bénin, soutien des députés aux forces armées déployées sur le terrain pour lutter contre le terrorisme. Nous parlerons également de l'affaire concernant les faux passeports à la DEI, Direction des migrations et d'immigration, déballage au procès. Nous allons en parler dans ce débat. Et puis les cas de viol au Bénin. Pourquoi le phénomène persiste. Nos débatteurs vont aborder également le sujet. Nous allons finir ce débat par la victoire du Sénégal, champion d'Afrique des Nations, champion bien sûr cette année de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez suivi, on va faire quelques analyses à ce propos. Voilà les sujets que nous allons aborder. Mes débatteurs sont déjà au plateau. Nous allons les retrouver juste après cette virgule. Voilà, je vous présente les débatteurs de ce jour. À ma droite, comme Jésus à la droite du Père, j'ai le directeur de publication du journal La Flamme du Golfe, Zachary Gangbo. Bonjour. Bonjour Maurice Lagua. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. À ma gauche, c'est bien sûr le même, Laurent Roland Tonneikes, vous le connaissez, journaliste, analyste politique. Laurent Roland Tonneikes, bonjour. Maurice Lagua, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Tout de suite, nous allons dans le vif de ce débat. Nouvelle attaque djihadiste cette semaine au point triple, je l'ai dit, l'espace existant entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. 12 morts, 8 blessés. Réaction, Laurent Roland Tonneikes. Oui, le terrorisme continue de gagner du terrain chez nous, malheureusement, continue de faire ses effets dans notre pays. Et je crois qu'on ne le dira jamais assez. Il faille faire une unité d'action, en fait, entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, pour qu'ensemble nous puissions éradiquer ce fléau, en fait, qui nous envahit. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu, avant, le Bénin peut-être se pensait intouchable par les terroristes, malheureusement. On a vu ce qui s'est passé tout le temps au Burkina Faso et au Niger. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe du côté du Bénin, on doit pouvoir s'inquiéter et alors réfléchir à quoi faire pour pouvoir mettre fin à cette djihadiste. Autrement, c'est que nous risquons de perdre des territoires parce que quand ils en arrivent à poser des telles actes comme ça, c'est d'essayer d'élire de missiles sur votre territoire, des territoires où vous ne pouvez pas aller aussi facilement. Donc aujourd'hui, je pense fondamentalement que le gouvernement doit pouvoir travailler nécessairement à mieux fournir mieux de matériel, de moyens aux forces armées béninoises, mais en même temps comme travaillant en symbiose avec le Burkina Faso et le Niger, parce qu'en réalité, quand les trois pays vont pouvoir travailler en symbiose, cela suppose que quand les djihadistes sont menacés au Bénin, quand ils vont replier vers le Burkina Faso ou le Niger, le Niger où le Mali aura l'information, ils pourraient être neutralisés aussi facilement. Autrement, s'il n'y a pas une symbiose, une communication, une synergie d'action entre les trois pays, c'est que on serait là à tâtonner, on dira chaque fois ils sont venus au Bénin, le lendemain ils sont au Burkina Faso, après ils sont au Niger, et donc au finish, c'est qu'il y aura les dégâts, on ne constatera que les dégâts. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce dont il est question, c'est une symbiose, une synergie d'action entre les trois pays, notamment, d'ailleurs même parmi tous les pays, on parlait du Sahel seulement, mais aujourd'hui ce n'est pas que le Sahel, le Bénin est rentré dans la danse. Donc il y a qu'aujourd'hui, il faut élargir les actions, réfléchir au plan régional ensemble pour voir comment circonscrire ces djihadistes-là, histoire de les neutraliser une fois pour de bon. C'est vrai que ça ne va pas être facile, parce qu'il y a d'autres paramètres derrière, il y a d'autres considérations derrière. On reviendra peut-être sur les considérations, les paramètres. Zachary Gangbo, votre réaction par rapport à ces attaques subies par le Bénin hier et cette semaine, mardi précisément. Bon, comme tout le monde le sait déjà, c'est des attaques que nous déplorons tous. Et ça ne date pas de cette semaine, ça date depuis bientôt 3 ou 4 semaines. Et le gouvernement est resté là, croisé les bras, regardé. En tout cas, je dois dire que le gouvernement regarde.
Mais c'est déjà bien, comme on le dit, il vaut mieux tard que jamais, puisque quand je dis ça, le gouvernement, dans son conseil extraordinaire des ministres, a pris d'importantes décisions qui, selon moi, est en retard. Une décision, quand même, une décision qui vient en retard. Parce que vu les dégâts, et ces attaques-là, comme on vient de le dire, mon co-débatteur, révèlent plusieurs volets, c'est-à-dire deux volets essentiels, le volet politique et le volet économique. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre que nous subissons les dégâts avant de réagir? Au plan politique, nous savons ce qui est là. Et au plan économique, nous savons ce que nous perdons à travers ces attaques-là. Donc, le gouvernement aurait quand même dû prendre vite les taureaux par les cornes et ne pas attendre les derniers jours, c'est-à-dire des morts, avant de réagir. Donc voilà ce que je peux dire. Le gouvernement a quand même réagi à travers un conseil des ministres extraordinaire. Laurent Roland Tonnikes, dites-nous, M. Zakari Gangouo parlait des pertes économiques. Est-ce que ces attaques-là auront de répercussions lorsqu'il s'agit du parc W sur le tourisme? Oui, ça aura des répercussions. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Les gens qui vont dans ce parc-là, c'est des touristes. Quand ils en arrivent à apprendre que dans ce parc-là, il y a des morts, est-ce que si vous êtes touriste, vous aurez la quiétude nécessaire pour aller vous rendre dans ce parc? Donc, du coup, ça va réduire le nombre de visiteurs au niveau de ce parc, première chose. Et donc, sur l'économie, ça agit parce que, on le dit, il faut le démontrer. Un touriste qui vient à l'aéroport de Cotonou, il utilise un certain nombre de services pour aller jusqu'au niveau du parc. Donc, tous ces services-là seront au ralenti. Donc, ça pose un problème sur l'économie locale. Donc, il va falloir travailler à sécuriser ces lieux autrement. C'est que le Bénin perd en devises considérablement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement fait bien de se réunir en conseil des ministres extraordinaire hier en prenant un certain nombre de mesures. Je crois que, c'est vrai, on le dit, mieux vaut tard que jamais. On aurait dû prendre des mesures depuis. Mais bon, maintenant, comme cette mesure a été prise, je crois que ça peut rassurer les uns les autres. On l'a dit, il faut rassurer le soldat béninois. Il faut rassurer le policier béninois. En tout cas, les forces d'armée, il faut rassurer les soldats. Ceux-là qui sont les regradés, qui vivent allègrement, douillettement, aux frais du contribuable, alors que les soldats sont peut-être sous-payés ou bien sont mal entretenus, maltraités dans leur corporation, ceux-là ne pourront pas avoir la volonté nécessaire d'aller défendre le drapeau national. Quand on me dit que un policier est décédé, qu'il vous souvienne, on a dit il y a quelques jours, un policier est décédé, j'ai suivi son nom, Thomas Rumavon, avec qui j'ai fait les classes, et qui est de la même localité que moi. Quand on me dit un jour que ce policier est décédé, et qu'il n'y a même pas une petite cérémonie d'hommage national, comment voulez-vous que le jeune frère qui est allé à la police après lui, ou bien des gens de sa promotion, ait la volonté d'aller servir la nation et de défendre la patrie? À leur place, je vois les djihadistes venir, je fuis. Ah oui. Je ne peux pas affronter. Parce qu'en réalité, je n'ai pas de garantie. Parce que si je meurs, rien ne garantit que l'avenir de mes enfants est assuré. Parce que le soldat qui sait qu'il n'a pas pour autant de primes sur le terrain, alors que ces regradés qui sont là douillettement ne peuvent pas aller, n'ont même plus la force d'aller au front. Parce que ailleurs, vous voyez même les regradés qui sont au front, à mal à main. Oui. Mais combien sont-ils les regradés de notre pays ici à laisser leur bureau climatisé pour aller sur le terrain? Au front, c'est les soldats qui vont au front. Non, mais le chef doit être sur le terrain aussi pour donner des instructions. Combien sont-ils généraux de notre armée béninoise à accepter d'aller au front dans ces conditions? Combien sont-ils lieutenants-colonels, colonels, je ne sais quoi d'autre, parce que je ne suis pas de l'armée, mais ils ont tellement de grades. Combien sont-ils à aller risquer leur vie pendant que les jeunes soldats, les soldats sont... C'est les lieutenants, les capitaines, les sergents qui commandent les troupes. Ce ne sont pas les colonels. Attends, les titres de généraux... Les colonels sont en train de mettre les stratégies en place depuis la base. Donc ça veut dire que vous voulez me dire que les grades de généraux et de colonels, c'est fait pour les bureaux? Bon, en tout cas. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire, le gouvernement fait bien, c'est une bonne nouvelle. Et je crois que là-dessus, il faut féliciter le gouvernement qui, enfin, prend une bonne mesure qui peut encourager les soldats de rang qui sont au front. Parce que si je suis soldat de rang, que je dois aller mourir sur le champ de bataille, et qu'il n'y a même pas une once de dommage national à mon égard, et que rien n'est prévu pour ma famille, à quoi bon? Je vois un djihadiste venir, je suis prêt à le déposer, mon armée à fuir.
Et on ne va pas quand même continuer ce débat sans parler du manque d'engouement qu'on remarque après le dernier recrutement lancé par la police et les forces armées. Dites-nous, pensez-vous qu'il s'agit d'un problème de peur? Ce manque d'engouement est dû à la peur ou c'est dû à la limite d'âge? Mais un soldat qui ne voit pas peut-être un colonel et que le colonel reste là pour dire, il reste dans son lieu depuis Cotonou pour dire, bon, pour commencer par donner des ordres, je crois que le soldat qui peut-être craint sa vie ou bien est en train de regarder sa famille derrière depuis Cotonou va dire, mais lui là, il reste dans le bureau, il m'appelle pour me donner des ordres. Mais si je meurs là, je meurs pour ma famille. Effectivement, s'il meurt, il meurt pour sa famille. Donc vous voulez les colonels au front désormais? Oui, il faut dire que les colonels, c'est-à-dire les hauts gradés, soient au front. C'est-à-dire même s'ils ne sont pas au front, ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Il faudrait qu'ils soient sur le terrain. Mais vous avez vu les députés sur le terrain. Les députés étaient sur le terrain cette semaine au nom de la commission sécurité et défense. Ça, c'est du folklore. Dites-nous déjà votre appréciation de ces députés sur le terrain. Heureusement, on a l'image. C'est de la pure comédie. C'est de la pure comédie parce que, en fait, au point où moment un journal qualifie ce député de général, c'est une bêtise, c'est un non-respect pour les soldats. Les soldats qui sont au front, qui se font tuer, c'est un non-respect pour eux, on ne les respecte pas. Il faut respecter le soldat. Le député est allé s'imprégner, ils sont allés s'imprégner de tout ce qui se passe sur le terrain. On n'a pas besoin de nous faire toute cette grimace-là pour nous montrer qu'on est allé sur le terrain. Je suis désolé, comme mettre quelqu'un à une des journaux, pratiquement beaucoup de journaux, pour nous dire que c'est un général, je crois que c'est une bêtise. Arrêtons avec le folklore dans ce pays. Allons à l'essentiel. L'essentiel, le député va sur le terrain discrètement, va s'arranger pour écouter les soldats, améliorer, quand il sera à Cotonou au Parlement, faire peut-être une question au gouvernement et interpeller le gouvernement sur les conditions de travail des militaires sur le terrain, je suis d'accord. Mais qu'on aille sur le terrain avec caméra, micro ou bien photo et qu'on veut communiquer pour dire qu'on est venu sur le terrain, les familles, ceux qui sont décédés, combien sont-ils députés là à penser à ces familles? Que font-ils pour le Béninois? Les députés que nous avons depuis 2019, combien parmi eux sont-ils à monter au créneau pour défendre véritablement la population? Je crois qu'il faut arrêter ce folklore à un moment donné. Moi, je pense même que c'est une insulte pour le pays. C'est une insulte en envoyant et que les députés même décident d'aller sur le terrain. Ils ne sont pas des soldats, ils ne sont pas des hauts gradés de l'armée. Est-ce qu'ils ont pris des risques? C'est un risque, c'est-à-dire c'est une comédie qui a une insulte, en même temps une insulte pour la nation. C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer avec la sécurité d'État. Oui, ils sont en train de jouer avec la sécurité. On dit des Béninois sont morts sur le champ de bataille. On dit des Béninois sont morts sur le champ de bataille. Et des députés vont sur le terrain porte anti-balles avec casque pour nous montrer, en voulant rentrer dans les champs. Vous parlez de la commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale. On travaille discrètement, faire déposer un rapport pour qu'on améliore les conditions de vie et de travail des militaires. Ça aurait été utile. On a vu le maréchal Idriss Déby dans ce pays pour combattre les djihadistes, il allait sur le terrain. Donc si tant est que véritablement ils veulent nous montrer ce qu'ils font là, ils n'ont qu'à alors aborder une tenue militaire avec armes, aller au front. Je ne vais pas finir sans revenir sur ce sujet-là. Les jeunes ont-ils peur désormais de prendre les armes, d'aller concourir pour entrer dans l'armée? Est-ce les conditions? Quelle est votre analyse? J'ai parlé de la limite d'âge, j'ai parlé du baccalauréat qui est le diplôme le plus élevé demandé, alors que jadis on demandait le BPC pour les gardiens de paix, par exemple, à la police. Moyagua, si vous avez votre enfant aujourd'hui, même s'il y a le bac, dans les conditions entières où les policiers disent que les conditions de travail, ce n'est pas reluisant, c'est pas des conditions reluisantes, et que les militaires se font tuer sur les champs de bataille, et qu'il n'y a même pas une once dommage national, et que rien n'est prévu pour leur famille, est-ce que vous serez prêt à demander à votre fils d'aller s'engager pour défendre la patrie? La patrie, c'est aussi nous-mêmes. La patrie, c'est avant tout moi. Et si je n'ai pas de conditions nécessaires pour assurer mon avenir, mes arrières, comment voulez-vous que j'aille prendre des risques? Parce que pour moi, j'appelle ça en griffe des risques. Et je dis, vous avez parlé d'âge. Ce n'est pas l'âge et ce n'est même pas le diplôme bac. C'est quoi alors? Chaque année, on déverse sur le marché béninois, au niveau pour les universités, plus de 50 000 bacheliers. D'accord? Oui.
Et vous imaginez, vous allez me dire que depuis 3 ans, 4 ans, le nombre de bacheliers qu'on a là, ils sont tous en train de travailler? Non, ils sont bien dans les facultés, en train de continuer à étudier, sachant que l'avenir n'est pas assuré là. Le problème fondamental, c'est déjà au niveau de la police républicaine que les gens ont de raisons suffisantes pour croire que quand on voit la police républicaine aujourd'hui, que les conditions sont améliorées. La deuxième chose, c'est de s'assurer quand il devient militaire, que je vais sur le champ de bataille. D'abord, j'ai un bon salaire parce qu'il faut qu'on m'améliore. Aujourd'hui, la cherté de la vie, ça pose un problème. Le salaire que tu gagnais il y a 5 ans, si en 2021, 2022, ça n'a pas changé, alors que le gari a pris du coup, l'huile qui était à 700 est devenue à 1200, et que le riz qui était autrefois à 300 est devenu 800 ou 600 aujourd'hui, et que le policier a le même salaire, il va continuer à se plaindre à côté de ses parents, ses petits frères, ses cousins, ses neveux. Et du coup, quand le neveu entend ça, il n'a pas envie de s'engager. Il n'est pas motivé. Il n'est pas motivé. Donc, il va falloir travailler d'abord sur la revalorisation salariale de ces agents des forces armées béninoises, de la police béninoise, police républicaine. Et là, quand ils vont commencer par se réjouir pour dire c'est bon, ça va motiver d'autres personnes. Ne pas supprimer les primes. Ne pas supprimer les primes. Parce que, regardez, un policier qui doit rester sur un carrefour à partir de 8h jusqu'à 18h, d'accord, pour réguler la circulation, et qui, à la fin du mois, doit se retrouver avec 90 000 ou 100 000 comme salaire, vous pensez que vous avez votre fils qui a le bac, vous allez lui dire d'aller faire ça? Il vaut mieux réfléchir autrement. Et donc, les forces armées béninoises également, si vous sentez que sur le champ de bataille, si vous mourrez, c'est silence radio. Rien n'est prévu pour votre famille. Ou soit, comme il a dit, peut-être vous prenez les premiers soins, peut-être vous prenez les premiers soins et après on vous abandonne. Il y a des dénonciations qu'on a vues par le passé avec M. Benda Koudébi ou des soldats qui sont blessés dans l'exercice de leur fonction, après les premiers soins sont abandonnés. Quand c'est comme ça, qui va vouloir aller servir la patrie? Qui va vouloir défendre la patrie en devenant policier républicain ou bien militaire? Nous allons conclure sur ce thème-là. Nous allons conclure en ce qui concerne ce thème. Le débat ne finit pas. Dites-nous qu'est-ce que nous pouvons retenir. En fait, vous racontez une petite situation qui concourt même à la démotivation des jeunes, des jeunes bacheliers ou bien des chômeurs. Et vous nous direz comment faut-il faire pour motiver ces jeunes? Bon, pour motiver, il faut d'abord revoir le salaire des policiers. Il faut revoir le salaire. Et c'est-à-dire le travail est déjà stressant, beaucoup plus stressant. Et quand tu vas au carrefour, tu ne sais même pas si, peut-être, bon, je ne sais pas, ce n'est pas une question, je ne sais pas si tu vas revenir du carrefour. Parce que, vu la situation qui prévaut aujourd'hui sur le terrain, tout le monde a le vent. On le sait, le policier qui va sur un carrefour ne sait pas s'il va revenir, c'est une pour sa famille. Donc ça, là, il faut déjà commencer par quand même donner l'espoir, c'est-à-dire donner l'espoir à cet agent-là de police qui est placé sur un carrefour, de dire, mais quand je vais finir, quoi qu'en soit, ce qui va se passer, je vais me sortir, c'est-à-dire je vais m'en sortir vivant. Donc il faudrait que ça. Mais je suis en train de vouloir quand même faire une petite anecdote pour comprendre à quel point les gens sont démotivés aujourd'hui. Voyez un policier qui est resté au carrefour et qui arrête. Ça s'est passé avec un proche. Le proche a tous les papiers à jour, les papiers de son véhicule à jour, et le policier l'arrête. Il dit bon. Positif, mais le propriétaire du véhicule s'approche de lui, il dit non, c'est pas non. Laisse papier, laisse tout tu ça. Tu connais, non? Toi-même, tu connais. Mais faut pas te déranger pour rien. Quand l'autre s'est retiré, il a essayé de faire ce qu'on fait. De faire ce qu'on fait. Et il a laissé partir. Ça voudra dire que, ça dit, déjà à partir de cette situation, ça dit, il y a plein de policiers qui se plaignent. Qui se plaignent, c'est-à-dire, comme vient de dire l'autre, le salaire, comme le salaire. Il faut gérer ça pendant un mois. Payer le loyer, l'électricité et tout, c'est décourageant. Et comme il a dit aussi, quand vous êtes un parent d'enfant et que votre enfant vous demande demande à aller à la police ou bien dans l'armée, vous n'aurez même pas le courage de dire, bon,
mon enfant, il faut t'engager. Non. Il faut quand même, Laurent Roland Tonné Ikes, Zachary Gangbo, que les jeunes quand même se décident à aller à la police. Il faudrait également que le gouvernement améliore les conditions parce qu'il va falloir vraiment assurer si vous permettez, la sécurité. D'accord, quelques secondes. En fait, il faut d'abord restituer quelque chose parce que les gens pensent que l'armée ou la police républicaine appartiennent et la police républicaine appartient à Patrice Talon. Non, l'armée est républicaine. La police républicaine est républicaine. Et donc, de ce point de vue, servir la police républicaine ou l'armée, c'est servir sa nation. C'est-à-dire que ce que nous dénonçons ici, c'est les conditions de travail et de vie de ces forces armées et de ces policiers républicains. Aussi longtemps qu'on va continuer à les maintenir dans cette situation où ils vont se plaindre, ça va démotiver d'autres jeunes. Mais aussi longtemps qu'on va améliorer leurs conditions de travail, ça va susciter beaucoup d'engouement. Et on a vu par le passé, des gens lèvent, servir facilement. Mais pourquoi cette fois-ci ils ont peur? Parce qu'il y a une menace djihadiste, il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut travailler à réduire, ou soit travailler à améliorer les conditions de travail de ces forces-là, et les gens auront envie de venir dans ces corps. Voilà qui est dit. Nous allons passer à présent au deuxième sujet, affaire faux passeport à la DEI, des déballages au procès. 4 millions de francs CFA perçus par passeport, délivrance des attestations de résidence aux Camerounais, l'œuvre du chef quartier d'Avotrou, un Camerounais a avoué avoir été renommé Richard Akpo, et puis 6 Camerounais impliqués, 12 policiers, dont le commissaire Florent Ago, sont poursuivis pour abus de fonction, faux et usage de faux. Réaction d'Épée Zachary Gangbo. Malheureusement, c'est un constat récurrent. Hein. Et nous faisons, quand je dis nous, c'est le gouvernement fait ce combat-là depuis fort longtemps, c'est-à-dire la corruption et trucs là et tous ces colorés. Bon, maintenant, c'est déplorable. C'est déplorable que ces genres de situations soient récurrentes. Sinon, faux passeport. Ceux même qui font ça là, est-ce qu'ils n'ont pas quand même, ils n'ont pas peur de leur, c'est-à-dire de se retrouver d'un autre côté qui ne les arrange pas? Je me pose la question, avant de poser un acte, je réfléchis par mes fois pour me demander, mais est-ce que l'acte que je veux poser là, est-ce que ça m'arrange? En quoi ça m'arrange? Et est-ce que ça m'arrange d'abord? Et j'essaie de me trouver une réponse. La réponse, si c'est oui, d'abord la réponse est non. Parce que quand l'acte n'est pas un acte catholique, voilà, catholique, il faut vite renoncer. À ça, il faut vite renoncer. Sachant qu'il y aura peut-être un système, il y a un système de contrôle qui est mis en place pour détecter ces cas-là. Donc, vraiment, et je me dis, mais c'est une manière de corrompre, c'est la corruption. C'est la corruption que nous déplorons depuis les gouvernements présidents qui continuent. C'est cette corruption. On a dit, bon, nous luttons contre la corruption, nous faisons aussi. Et chaque gouvernement vient installer sa structure de lutte contre la corruption. Mais nous constatons aujourd'hui, malheureusement, que ça continue et c'est déplorable. C'est déplorable, il l'a dit, Dépé Zachary Gangbo, n'est-ce pas des pratiques qui existaient dans la République, Laurent Roland Tonné Ikes, qui ont la peau dure? Le ver est dans le fruit et restera toujours dans le fruit. Tant qu'on ne va pas travailler à une rééducation du béninois, du cadre béninois. Mathieu Kékou a lutté contre la corruption avec un certain nombre de mécanismes, ça n'a pas porté ses fruits. Mais il a dit qu'il a perdu son argent, il a dit. Ce n'est pas une bonne lutte contre la corruption. De toute façon. On a vu Boni Yahi avec sa fameuse marche contre la corruption. Ça a donné quoi? Patrice Talon qui vient avec une certaine rigueur, au point de mettre même certains de ses proches en prison, même s'il y a certains que j'appelle j'appelle en toute quiétude les intouchables de la République qui sont impliqués dans les affaires avant lui et qui peut-être continuent de le servir et qui ne sont pas inquiétés jusque-là. Mais toujours est-il que pour son mandat depuis 2007, des gens plus proches à lui, Patrice Talon, sont en prison. Je suis d'accord. Mais ça n'a pas émoussé les ardeurs des corrompus et des corrupteurs de notre pays. Cela suppose que le problème est un problème profond. Et on dit dans notre langue, c'est pas là où quand on trébuche, quand on tombe, c'est pas là où on est tombé qu'on regarde, mais c'est là où on trébuche. Où avons-nous failli pour en arriver là et pour que le mal perdu jusqu'à ce jour? Comment faire pour juguler le mal? Pour juguler le mal aujourd'hui, il faut d'abord rééduquer le citoyen béninois. Pour lui dire que quand tu viens servir, tu ne te sers pas.
Malheureusement, les gens se servent. Ils ne servent pas la communauté. L'argent qui aurait pu aider à construire une école, ils peuvent s'en servir pour construire un immeuble à Cotonou inhabité. Ils peuvent s'en servir pour aller avoir copines dans toutes les rues de Cotonou. Ils peuvent s'en servir pour aller acheter une maison à Dubaï. Ils peuvent s'en servir des Béninois. Et c'est ça l'aberration dans tout ça. Des Béninois qui ont vécu dans la misère dans leur localité, qui allaient au marigot pour boire de l'eau de marigot. Mais une fois cadres, sont capables de prendre l'argent du Bénin pour aller construire une maison, acheter une maison en France inhabitée et payer les impôts là-bas. C'est une bêtise. Il va falloir travailler à rééduquer ces acteurs politiques, ces cadres qui servent la nation, pour leur faire comprendre que le pays ne peut être construit par les aides. Mais ce n'est pas l'argent des Béninois qu'il faut construire le pays. On ne peut plus éduquer ces cadres, on va éduquer la génération, les générations à venir, on va faire une éducation à la base, peut-être. Bien sûr, en premier lieu, il faut d'abord les rééduquer. J'ai bien dit, c'est pas dit éduquer, mais rééduquer. Mais en dehors de ça, malgré les garde-fous contre la corruption, contre les fraudes, comment peut-on expliquer encore cette affaire de faux passeports avec un soi-disant Kélébé qui serait intermédiaire? J'essaie de vous expliquer. Dans notre communauté, il y a ce que j'appelle le mimétisme. Un cuidam que vous connaissez, qui traîne sa motobécane tout le temps, qui souffre et qui du jour au lendemain construit un immeuble. D'accord, il est capable d'aller acheter un bas-fond à Godomé ou à Fifadi, bas-fond qu'il essaie de remplir, qu'il essaie de remblayer, un bas-fond il remblaye, et puis il construit un immeuble sur ce domaine. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Le jeune qui le suit là, quand il va à la fonction publique, il a envie de devenir riche aussi du jour au lendemain. Des gens construisent des choses qui dépassent largement leur salaire. Et quand même il y a une loi sur l'enrichissement illicite dans notre pays, des gens continuent de s'enrichir de façon illicite. Du jour au lendemain, des gens qui sont directeurs départementaux, qui sont peut-être à 500 000 francs, qui construisent des maisons de 25 millions, et pourtant personne ne les inquiète. Donc je crois qu'à ce niveau, il va falloir prendre des mesures fortes, commencer par sanctionner. Et quand quelqu'un détourne quelque chose, et qu'on en arrive à établir la preuve qu'il a détourné, je dis, saisissez tout ce qu'il a, confisquez ses avoirs dans son compte bancaire, prenez l'argent, utilisez les 2 tiers pour aller construire un maudit de classe, des salles de classe dans sa localité. Utilisez l'argent pour aller donner de l'eau dans sa localité. Utilisez l'argent pour aller donner un centre de santé dans sa localité. Pour dire à ses populations, à ses parents dans sa communauté, voilà votre fils qui faisait le riche hier là. L'argent qu'on aurait pu utiliser pour vous faire centre de santé, c'est ça que lui seul prenait pour être le riche pour vous. Et ça va décourager d'autres personnes. Parce que quand on les met en prison, il y a que parfois on trouve des situations atténuantes. Ils font 2 ans, 3 ans en prison. Ils ressortent tout peinards, riches. Ils narguent tout le monde. Je crois que désormais, quand on arrête des gens comme ça, saisissez tous leurs biens. Prenez l'argent, les 2 tiers là. Allez construire des infrastructures socio-communautaires de base dans leur localité pour montrer, pour décourager à l'avenir d'autres personnes qui viendront faire le bling-bling devant les populations pauvres qui ont besoin d'eau potable. Et je me pose, quand cette situation se pose, je me demande, mais où se trouve notre institution, la plus forte institution judiciaire? Laquelle? La criette, mais c'est la criette qui juge, qui est sur l'affaire, qui est sur l'affaire. Mais bon, on dirait que ces gens n'ont plus peur de la criette. Ils n'ont plus peur de la criette. C'est pourquoi j'ai dit, avant de poser un acte, il faut d'abord réfléchir par 1000 fois. Comme la solution que l'autre est en train de proposer. Que Laurent est en train de proposer. C'est vrai, il faut proposer ces solutions-là. Quand quelqu'un est ça dit c'est comporté de cette manière, à démêler avec la justice qui détourne un détournement, il faut aller saisir d'abord ses biens. Il ne faut pas seulement l'envoyer en prison et après quelques mois, on le ressort avec quelques cautions, tout quoi là. Il bombe le torse et il commence par narguer les gens dans la République. Dans sa villa. Il reprend le même service. Il reprend le même service. Donc, c'est des choses qui n'encouragent pas ou bien qui ne découragent pas en réalité le phénomène. Le phénomène. Donc, il faut trouver des mesures draconiennes, c'est-à-dire dures, très, très chaudes là, pour faire comprendre à ces acteurs ou bien à ces cadres à différents niveaux qu'il faut cesser, c'est-à-dire qu'il faut cesser ces genres de pratiques. Donc voilà ce que je peux... Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un a vendu le passeport béninois, la nationalité béninoise à 4 millions, c'est une bêtise. Imaginez celui qu'on a prénommé Richard Akpo. Il va dans un pays créer un dégât, il cause un dégât. On dira un Béninois. Et pourtant, il n'est pas un Béninois. Alors, les gens aiment-ils suffisamment leur pays pour en arriver à donner, à se permettre
ces largesses-là pour salir peut-être plus tard. Puisque celui qui vient réclamer votre nationalité et qui vient réclamer un passeport chez vous, vous ne savez pas ce qu'il veut en faire. Il va escroquer des gens au plan international. On dira un Béninois nommé Akpo Richard a escroqué telle personne au Canada ou aux États-Unis. Et pourtant, ce n'est pas un Béninois. Parce que les Béninois lui ont donné le pouvoir d'être Béninois. Je voudrais attirer votre attention sur un fait. Dans le système dont nous parlons, est-ce véritablement que celui qui a la tête est informé de ces manigances? N'est-ce pas des groupuscules qui sont formés dans le système et qui font ces manipulations? Non, je suis d'accord avec vous. Et c'est pourquoi la culpabilité du directeur de l'immigration n'est pas pour autant encore établie, parce que c'est tout à fait encore devant la justice. Oui. Mais toujours est-il qu'il y a des responsabilités de part et d'autre. C'est-à-dire que à un moment donné, est-ce que les Camerounais ont avoué avoir rencontré le directeur de l'immigration et de l'immigration? Première question. Ils auraient eu un intermédiaire. L'intermédiaire a-t-il eu des contacts avec le directeur de l'immigration? Parce qu'aujourd'hui, le monde a évolué. On peut faire la traçabilité. D'accord? Donc, je n'accuse pas le directeur qui est en prison. Personne ne l'accuse. Toujours est-il que si... Quand je parle du système, c'est pour parler des autres structures s'il en arrivait que le directeur, dans lesquelles il y a ces systèmes de fond. S'il en arrivait que la responsabilité du directeur est impliquée, je crois que c'est là que tout ce que nous dénonçons ici a son sens. Autrement, il pourrait avoir une situation atténuante. Mais toujours est-il que, à des moments donnés, quand vous mettez un poste de responsabilité, tout ce que vous devez signer, vous devez faire très attention. Vous avez obligation de faire très attention. Quand vous amène même un naissance à signer à un moment donné, vous devez vous poser la question 1001 fois avant de signer. Et vous dire en même temps à celui qui vous a amené le document, je signe. Mais c'est sous ton engagement que je signe. Parce que demain, quand on va m'interpeller, je n'hésiterai pas à t'interpeller. Parce que je ne maîtrise rien de ce dossier. Mais on sait bien que parfois il y a des combines entre les supérieurs et les subalternes. Et c'est ça que nous dénonçons aujourd'hui. Ou à la chaîne, on met toute une chaîne en place et on détourne, ou bien on fait on a des pratiques peu orthodoxes. Et au finish, quand ça vous rattrape, vous salissez non seulement votre dignité, votre nom, le nom de votre famille, et vos enfants sont en difficulté. Parce que tous ceux-là qui sont en prison aujourd'hui, imaginez comment vivent leurs familles ces derniers jours. S'ils sont radiés de la fonction publique, cela suppose qu'ils seront en prison. Femmes et enfants seront à la maison, n'auront pas de revenus pour survivre. Donc, les gens doivent pouvoir commencer à réfléchir suffisamment pour dire, si je ne suis pas capable de me contenter du peu que je gagne, autant mieux démissionner. Parce que, je le dis, si on veut être riche, on ne va pas à la fonction publique, mais on ne va pas carrément créer son entreprise. C'est quand bien même, on sait que les conditions pour créer une entreprise au Bénin, si vous créez que vous n'avez pas de soutien pour autant, c'est mort-né parfois. Très bien. Nous allons passer à un autre sujet à présent, les cas de viol persistants au Bénin. Tout récemment, c'est encore le cas d'une fille de 14 ans violée par son cousin et même qui est tombée enceinte quand la présidente de l'Institut national des femmes a appris la nouvelle. Elle a réagi. Il s'agit de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio. Nous allons suivre sa réaction avant de revenir sur ce plateau. Je tiens tout d'abord à remercier le service de l'information de la télévision nationale pour ce reportage qui a donné l'alerte sur une situation très préoccupante. Un cas de viol caché depuis des mois et qui est doublé aujourd'hui de menaces de mariage forcé, ce n'est pas du tout normal. Une fille mineure qui se retrouve avec un bébé sous les bras et sa mère aussi en situation de vulnérabilité. Nous ne pouvons pas rester insensibles à cela. Dès que j'ai suivi l'élément, j'ai mis l'équipe de l'Institut national de la femme en alerte au fait de recueillir très rapidement des informations plus avancées sur le fond du dossier. Et déjà, j'ai pu parler au téléphone avec la maman de la victime qui n'avait évidemment pas le moral. L'INF veillera à ce que les droits de cette fille victime de viol menacée de mariage forcé, ainsi que ceux de sa mère soient respectés et qu'elle retrouve leur bien-être social. Une fois encore, courage à vous. La protection de la femme et de la fille contre les violences est une bataille commune au quotidien. L'Institut national de la femme accorde beaucoup d'importance
au rôle des médias dans cette lutte. Je vous remercie. DP Zakari Gango, vous avez suivi la réaction de la présidente de l'Institut national des femmes. Les cas de viol persistent au Bénin. Votre réaction? Bon, ma première réaction face à ce sujet, c'est demander à l'Institut de la femme, et surtout à sa présidente, d'être beaucoup plus courageuse sur ces dossiers. C'est des dossiers très récurrents. C'est des dossiers qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et ces cas de viol en milieu scolaire et même extrascolaire ne sont que des choses à foison. Donc moi je vais simplement l'inviter, c'est-à-dire lui demander, c'est-à-dire l'inviter au courage et de travailler à fond pour que d'ici peut-être à la fin de son mandat, s'il peut avoir une fin de mandat pour elle, une fin de mandat pour elle, de travailler à ce que le phénomène ne soit plus regresse que le phénomène regresse. Non, c'est ce que je peux dire par rapport au sujet. De plus en plus, on constate qu'il y a des malades dans notre pays, mais ce n'est pas qu'au Bénin, c'est à l'échelle mondiale qu'on constate que les cas de viol prennent de l'ampleur. On constate aussi parce que les problèmes de pédophilie, ça a commencé quelque part. Et malheureusement, on pensait être à l'abri de ce phénomène. Malheureusement, on constate aujourd'hui que le Bénin est devenu le terrain aussi favorable pour cette mauvaise pratique. Je crois que désormais, il faut sanctionner sans état d'âme. Que ce soit un père qui arrive à commettre l'inceste avec sa fille, il faut sanctionner. Que ce soit un frère qui arrive à commettre l'inceste avec sa soeur, quand bien même on a comme l'impression qu'il y a ces réglés en famille, il faut sanctionner. Parce que tant qu'on va pas sanctionner, parce que par le passé, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance que les langues se délient aujourd'hui. Par le passé, la victime a peur de se prononcer parce qu'elle craint les railleries de la société. Et donc aujourd'hui, tout le monde, les victimes ont de plus en plus envie de parler et de dire ce qu'elles ont vécu. Il va falloir travailler à sanctionner. Et je crois que la sanction pourrait faire diminuer un peu le phénomène. Mais en même temps aussi, il y a beaucoup de facteurs qui favorisent cela. Il faut identifier ces facteurs, histoire de limiter les dégâts. Autrement, on va continuer à dire que nous sanctionnons. Mais si nous n'avons pas la bonne information concernant les facteurs qui favorisent cet état de choses, c'est que nous allons continuer à sanctionner, mais le mal va toujours perdurer. Le mal va toujours perdurer. Il va falloir cesser ces genres de choses dans la République, le viol surtout. Nous allons passer à présent au dernier sujet. Sénégal, champion d'Afrique, finaliste 3 fois. La 3e fois a été la bonne, directeur de publication Zakari Gango. Non, félicitations aux Lions notables de la Teranga, c'est bien ça. Voilà, Lions de la Teranga. Oui. Il y a eu plusieurs Lions dans cette Coupe d'Afrique. Les Lions de l'Atlas, les Lions de l'Atlas, de la Teranga, et les Lions de aux Lions de la Teranga. C'est ça bien. Donc, non, sinon, ils ont fait une très bonne prestation. Et le challenger, c'est-à-dire l'équipe égyptienne qui était aussi à cette finale, n'a pas aussi démérité. Donc c'est déjà une prouesse vraiment encourageante à l'endroit du Sénégal qui a remporté la coupe. Est-ce la persévérance qui a payé enfin, ou le travail? Enfin, la persévérance et le travail. Enfin une coupe pour le Sénégal après 33 éditions. Je crois que vous avez vu la mobilisation du côté de Dakar quand ils sont rentrés chez eux. Oui. Le football unit les peuples. On n'aurait pas pu dire que ce pays a connu des turbulences il y a quelques mois. Il n'y a plus de mouvancier d'opposition quand il s'agissait de coupe. Déjà, bravo à Sadio Mané et à son équipe, à sa troupe, pardon, parce qu'il a été pratiquement le meneur, le joueur le plus en vue dans cette équipe avec son coéquipier de Liverpool de l'autre côté de l'Égypte. Sané. Et Mo Salah. Donc finalement, on a vu la persévérance payée et il y a aussi un point d'honneur dans cette coupe avec cette victoire du Sénégal. C'est quoi? Le sélectionneur qui est un entraîneur local, Aliou Cissé, qui s'est battu, dont la génération a tout fait pour montrer les valeurs déjà à la Coupe du Monde en battant la France en termes d'une Coupe du Monde. Donc déjà, et lui qui vient penser à Bouba Diop, à son âme. Et là, je dis, la clique de leur génération. Et donc aujourd'hui, si en tant qu'entraîneur, il en arrive après 3 finales. 2 finales perdues, la 3e maintenant, puisque la dernière, quand ils étaient encore en finale, ils ont perdu malheureusement. Face à l'Algérie. Voilà. Et vous voyez la valeur du football sénégalais.
les joueurs sénégalais, quand vous les regardez, c'est des joueurs qui ont été entraînés au plan local. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il ne sert à rien d'aller chercher des mercenaires en Europe, des gens qui jouent en 3e, 4e division, pour dire qu'on a des joueurs professionnels qui sont en Europe. Je suis désolé. Regardez l'histoire de Sadio Mané. Il a commencé à partir du Sénégal. Celui qui a marqué le but contre le Bénin à la dernière CAN, Idrissa Gana Gueye, a été formé au Sénégal. D'ailleurs, même dans un club créé par un Béninois. Donc, pour vous dire quoi, ce que nous avons au Bénin ici, je le dirai jamais assez. C'est une équipe à dissoudre purement simplement, reprendre avec les joueurs locaux, leur donner les moyens, les former dans la durée. On aura une équipe forte. Les Sénégalais que vous voyez, la plus grande partie, ils sont partis du Sénégal. On n'a pas eu de joueurs d'un quartier de je ne sais quoi, Le Mans ou dans une rue de Bordeaux, de Marseille, de 4e division, 3e division, à qui on donne un nom. Parce que malheureusement, c'est les gens qui sont dans des clubs de 3e, 4e division qui n'ont pas de nom. Et c'est nous qui les amenons aux frais du contribuable pour leur donner des noms. Je crois qu'il va falloir travailler à réorganiser les choses pour qu'on ait une équipe véritablement compétitive. Si on se réfère à ces histoires, on a vu Michel Dussier avec son système défensif tout le temps nous fait perdre des matchs. Il est parti, on nous annonce quelqu'un qui pratiquement est au sol de sa vie. Raymond Domenech qui est au sol de sa vie footballistique. On l'annonce pour diriger les écureuils du Bénin, alors que nous avons des anciens joueurs qui peuvent commencer qui peuvent commencer d'abord le job en attendant. Je suis désolé. Le Nigeria, certains pays sont allés à la CAN avec... Et si les anciens joueurs n'ont pas les diplômes, ils ne pourront pas faire le job. Écoutez, attendez, quelle loi dit que s'il faut avoir le diplôme? C'est une question de diplôme et une question de compétence. Le problème, ce qu'il dit, c'est quoi? Beaucoup d'équipes sont allées à la CAN avec des entraîneurs locaux. Vous avez vu ce qu'ils ont produit comme jeu? Pourquoi on veut toujours être encore dans la tête, d'être sous la domination du colonisateur? Il faut qu'on se départisse de cette mentalité à un moment donné, qu'on se dise, nous sommes capables, nous pouvons le faire. Autrement, on va continuer à prendre l'argent du contribuable, à nourrir des gens qui sont au soir de leur vie, qui viennent se faire une bonne santé en Afrique. Je suis désolé. Zachary Gango, l'arbitrage est quand même à la traîne encore. Ça n'a pas été le haut niveau en matière d'arbitrage. C'est vrai, c'est une très bonne remarque parce que moi-même, j'ai suivi un match où j'ai été déçu par l'arbitrage. Ça doit être... Bon, je vais porter de réserve sur le match, mais l'arbitrage n'est pas ce qu'il faut normalement. Parce qu'il y a des arbitres qui sont là juste pour faire mal à une équipe. Et c'est dommage. C'est dommage pour la... Donc, ça dit partout, il y a toujours de petits problèmes qu'il faut régler. Et surtout par rapport à l'arbitrage au niveau, ça dit au cours de cette canne-là. Le football, c'est la mafia, dit-on. Le football, c'est la mafia, dit-on, mais je crois que la mafia qu'on a observée dans cette canne-là dépasse les limites, quoi. Au-delà de tout, on sait vous avez observé une mafia dans cette canne? Non, mais écoutez, quand on regarde certains matchs, là, on comprend, hein. On comprend que clairement... J'ai été découragé. Beaucoup de personnes... Vous faites allusion à quoi? Vous avez été découragé J'ai été vraiment déçu. Le football... Non, écoutez, quand vous regardez un peu les matchs... Vous avez été découragé par quoi? Je vous reviens. Pas l'arbitrage. Pas l'arbitrage, parce que le jour-là, c'était Guinée contre une équipe là. L'arbitre, ça dit, il était contre cette équipe guinéenne. Ah bon? Oui. Alors que l'arbitre avait choisi son camp. Avait choisi justement contre Cameroun, un pays organisateur. Ah d'accord. Contre Cameroun qui a été... Guinée-Cameroun. Voilà. Non, vous savez, c'est vrai que quand on regarde le football, commence à prendre de l'ampleur dans le monde entier, commence à réunir les peuples, ça ne peut pas être loin de la mafia. Donc, dans une certaine mesure, les gens profitent pour régler les comptes ou faire des affaires. Vous parlez de la mafia, mais au-delà de la mafia, les équipes se sont révélées. Malgré ce qu'on a pu observer du côté arbitrage, il y a des équipes qui ont résisté. Et je crois que c'est ça le travail. Parce que quand vous travaillez bien, même si on est contre vous, on a vu le Bénin à la CAN face au Maroc. Malgré toute la pression de l'arbitre, le Bénin a gagné. Parce qu'à un moment donné, il y avait un sursaut patriotique. Et tout le monde était derrière cette équipe. Et cette équipe, à un moment donné, avec les moyens qu'on a mis à leur disposition, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient faire à l'époque. Une dernière question rapidement. Avec cette CAN, le Bénin n'avait-il pas sa place dans ce que vous avez vu, dans le niveau de jeu que vous avez vu? Le Bénin allait-il déçu s'il était qualifié? Allait-il décevoir, j'allais dire, s'il était qualifié? Je ne peux pas rester là pour opiner et dire si le Bénin pourrait dire, puisqu'en réalité, c'est sur 90 minutes qu'on évalue les équipes. Le Bénin, c'est tel que je l'ai dit, les équipes, ceux que nous avons, qui sont
nos professionnels en griffe et qui sont vieillissants. Je me demande si ceux qu'ils ont produit lors de leur dernière CAN, ils pourraient produire le même jeu cette année. Parce qu'on a vu sur le temps, ils sont venus au Bénin ici, face au Nigeria. Ils auraient pu gagner ce match, malheureusement, ils ont perdu. On a vu ce qui s'est passé avec la Sierra Leone. Et ils sont restés là à bavarder, à papoter, à ne pas se concentrer sur l'essentiel. Et finalement, cette équipe qui les a malmenés, les a battus finalement. Donc, pour vous dire quoi, il manque une volonté des joueurs. Il manque aussi un système de jeu concret. Parce qu'il ne faut pas jouer tout le temps la défensive. Ce que Michel Dussuyer a produit, ça a apporté des résultats à des moments donnés. Mais si on était qualifié pour la CAN, il serait encore là et produit encore les mêmes choses. Et sachant que les équipes étudient toujours les fonds de jeu, je ne pense pas que le Bénin, dans cette CAN, puisse faire mal. En tout cas, si c'est les mêmes joueurs, à moins qu'on ait des joueurs aussi frais, si on plus avait frais détecté d'autres talents. Écoutez, regardez les équipes qui sont arrivées à la CAN. La plus grande partie sont venues avec des joueurs en jambes. Le Burkina, par exemple. Donc, frère, tout ça là. Donc, si c'est ce que nous avons là, que nous allons encore amener à la CAN, je ne pense pas qu'on ait un bon résultat. On pourrait être déçu. Le peuple pourrait être déçu. Vous êtes d'avis, il faut toiletter l'équipe nationale oui, il faut vraiment toiletter pour les prochains combats. Oui, il faut vraiment toiletter. Parce que les joueurs qui sont là sont vieillissants. Donc, il faut renouveler l'équipe. Ce qui est sûr, tel qu'on nous l'apprend là, si réellement c'est confirmé que Raymond Domenech vient au Bénin, il ira chercher chaque fois dans les quartiers ou dans les arrondissements de Paris ou bien de Bordeaux, je sais quoi là, des jeunes qui sont dans les petits clubs là. Parce qu'il ne connaîtra, il n'a que cet espace qu'il connaît, qu'il maîtrise pour aller chercher les joueurs. Donc, quand on voit, nous amène un entraîneur français, vous voulez qu'il aille faire quoi? Il va rentrer dans les 4e division, 3e division, vous amener des gens qu'on ne connaît même pas. Parce que les joueurs que nous avons dans notre équipe nationale, avant qu'ils ne viennent dans l'équipe nationale, combien de fois avez-vous entendu parler d'une fois? Ils sont à peine 2 dont on entendait parler. Le reste là, on entend les Béninois, ils jouent dans telle 3e division, on le débarque aux frais du contribuable, il est à l'hôtel, on l'engraisse et après sur le terrain, ils deviennent lourds. Et il ne peut pas produire du bon jeu. Je crois qu'il va falloir. On a un championnat national. On va conclure. Nous avons la possibilité d'ouvrir encore les écoles de foot. On a un championnat national. Pour avoir depuis, à partir de 10 ans, des équipes, comme vous appelez, des écoles de foot. Oui, il y a les minimes, les cadets, les juniors. Non, il y a une expérience en la matière, seulement qu'au finish, c'est qu'après, il n'y a pas de suivi. On a vu des jeunes aller au Brésil. Vous vous rappelez par le passé. On va conclure. Combien sont-ils aujourd'hui? Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est pour dire l'équipe nationale, il faut la repenser autrement. Mettre en place beaucoup de moyens pour les championnats nationaux. Parce que quand on sait qu'à la fin du championnat national, le champion du Bénin n'a pas 50 millions ou 100 millions comme prime, ça ne motive pas. Il faut mettre des moyens. Les clubs, il faut augmenter les subventions aux clubs, motiver pour que les joueurs soient bien formés, bien payés. Et là, ils vont produire du bon jeu. Ils auront la volonté, ils auront envie d'aller loin. Donc, je crois que c'est à ce niveau qu'il faut jouer. Et maintenant, parlant de la politique, pour les djihadistes, je crois qu'il faut féliciter le gouvernement pour ce qui a été fait. Il faut les encourager à faire mieux pour les soldats. Parce que quand vous regardez un peu, ils le savent, je n'invente rien. On sait bien que les soldats sous nos cieux souffrent. Il faut améliorer les conditions de travail. Laurent Tonikès, merci pour votre présence sur ce débat. Zachary Gangbo, votre mot de fin? Mon mot de fin serait toujours par rapport au dernier sujet, c'est demander à ce que notre gouvernement revoie un peu les écoles de formation en foot, c'est-à-dire donner beaucoup plus de moyens à ces écoles-là. Il faut en créer d'abord. Il faut en créer d'abord, donner les moyens conséquents afin que nous ayons de bons joueurs, de bons joueurs pour défendre le Bénin au plan régional et international et le football. Bon, maintenant, sur l'autre sujet, l'attaque djihadiste, l'attaque terroriste. Je vais rester toujours dans le schéma d'encourager le gouvernement qui a pris déjà des dispositions, c'est-à-dire des mesures pour contrer ce phénomène-là au triple point, c'est ça, non? Bénin, Burkina, tout à Niger, fait. au triple point, Niger. Donc, c'est déjà louable, même si c'est venu un peu en retard. Donc, voilà. Et je vais... Mieux vaut tard que jamais. Je vais encourager la présidente à prendre... La présidente de l'INF. De l'Institut national des femmes, à vraiment s'engager pour quand même travailler à réduire ce phénomène de violence scolaire
et extrascolaires. Madame, Monsieur, nous avons reçu pour vous ce vendredi Zachary Gango. Il est directeur de publication de La Flamme du Golfe. Il était sur ce plateau pour discuter des sujets concernant les nouvelles attaques djihadistes au point triple au nord du Bénin. Nous avons parlé du soutien des députés aux forces armées déployées sur le terrain. Nous avons apprécié et puis nous avons donné nos appréciations. Nos invités ont donné leur appréciation. Nous avons également parlé de l'affaire faux passeport à la DEI, des déballages bien sûr au procès. Et puis, on a évoqué les cas de viol. Nous avons parlé des cas de viol. Vous avez suivi la réaction de la présidente de l'INF. Et nous avons enfin parlé de la victoire du Sénégal, champion d'Afrique des nations en titre. J'ai reçu pour vous Laurent Roland Tonneikes, journaliste, analyste politique. Merci, chers invités, d'être venus sur ce débat. On se donne rendez-vous, madame, messieurs, vendredi prochain. Merci à toutes et à tous.